Jackie, Édouard, Bernard, messieurs les présidents, bonjour. Merci de nous faire l'honneur de participer à cette interview des jeunes IHEDM. On remercie également l'attaché de défense et la mission de défense pour leur soutien apporté dans l'organisation de cet événement. Cette interview fera l'objet de discussions autour de la thématique de la mémoire et de l'entraide et sera décomposée en 3 parties. La première sera destinée à présenter les associations mémorielles, associations d'anciens, leur objectif, quel événement elles organisent. La deuxième, un peu plus théorique, se concentrera sur les notions de mémoire et d'entraide. Et enfin, une partie plus personnelle, sur votre parcours, et un petit mot que vous aimeriez dire aux jeunes. Bernard, si je peux commencer par vous, pouvez-vous vous présenter, ainsi que votre association, son rôle, le rôle de vos membres? Bonjour, donc je m'appelle Bernard Tessier. Et je suis, j'ai un passé de militaire. J'ai passé 40 ans dans l'armée et en fait j'ai passé tous les grades. Je me suis engagé à 17 ans comme soldat et j'ai fini capitaine. Voilà, donc je suis président de la section UNP, donc Union Nationale des Parachutistes, en Asie du Sud-Est, depuis maintenant 4 ans. Cette section existe en Thaïlande depuis 17 ans. Nous avons 35 adhérents. 80% à peu près des adhérents sont d'ici en Thaïlande, sur Pattaya et sur Bangkok. Nous avons également des adhérents qui sont en France et 2 adhérents au Vietnam, un adhérent au Japon et un adhérent aux Philippines. Voilà. Donc la section Union Nationale des Parachutistes, que je représente ici, l'UNP donc, a été créée à la sortie de la guerre d'Algérie en 1962. C'est une association loi 1901 qui est composée d'environ 10 000 membres, répartis donc en France et outre-mer. Il y a 110 sections, donc la section que je représente fait partie des 110 sections. Donc cette section a été créée donc, aux sorties de la guerre d'Algérie, je disais, en 1962, et elle rassemble en fait beaucoup de militaires en fait sont dedans, mais pas que des militaires. Il y a également des membres amis, ce que nous appelons des membres sympathisants, c'est-à-dire nous avons chez nous des gens qui n'ont jamais sauté et qui n'ont même jamais été militaires. Voilà, ce qui nous rassemble en fait c'est les valeurs de patriotisme, de cohésion. Ce sont ces choses-là que nous représentons. Et pourriez-vous nous dire quel type d'événements organisez-vous? Alors nous organisons nous ici 3 rendez-vous majeurs dans l'année. Un repas d'entrée où on fait la galette, d'accord. Ensuite le 7 mai pour nous est très important. Le 7 mai c'est l'anniversaire de la chute du camp retranché de Dien Bien Phu. Et donc vous savez que les parachutistes ont un lien extrêmement important avec la guerre d'Indochine. Et donc le 7 mai nous faisons une cérémonie. Et ensuite l'événement majeur de l'année c'est la Saint-Michel. Saint-Michel qui est le patron des parachutistes. Voilà, donc c'est une grosse cérémonie que nous organisons chaque année. Voilà, au moins 3 rendez-vous dans l'année. Édouard, pourriez-vous vous présenter brièvement et présenter votre association? Bonjour Caroline, je suis Édouard Baudeux, je vis en Thaïlande depuis 25 ans, je suis chef d'entreprise et je suis le délégué général du Souvenir Français pour la Thaïlande. Le Souvenir Français, c'est quoi? Le Souvenir Français, c'est une association mémorielle. On se consacre au souvenir, comme son nom l'indique, c'est-à-dire le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire, c'est en fait une obligation morale de se souvenir et de mettre en valeur à la fois les gens qui sont morts pour la France au cours des différents conflits, mais aussi tous les gens qui ont fait rayonner la France, tant à l'étranger qu'en France. Nous participons à ce titre à toutes les cérémonies et manifestations patriotiques. Et en plus, ce que nous organisons sur la Thaïlande, c'est qu'on essaie beaucoup d'organiser des choses avec les locaux. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de mettre en valeur le passé commun entre la Thaïlande et le Siam, en l'occurrence, et la France. À ce titre, nous organisons des visites de l'état-major de la marine à Chantaburi. Nous organisons des visites aussi des forts qui protégeaient l'estuaire de la Chao Phraya à Bangkok. Et puis, on a aussi quelques militaires français qui ont été enterrés ici en Thaïlande, souvent des marins,
un mort pour la France qui est revenu, qui est parti du Siam, qui est allé se battre en France au cours de la Première Guerre mondiale, qui est revenu et qui est mort de ses blessures de gaz ici. Et donc, il a été décrété mort pour la France. Et on essaie de mettre en valeur les tombes de ces gens-là. Jackie, pourriez-vous faire de même, vous présenter et présenter votre association? Bonjour Caroline. Alors moi je suis le président, je suis Jackie Biojo, je suis le président de la FAX. Je suis fils, petit-fils de paysan et j'ai fait une carrière de 19 ans à la Légion étrangère. La FAX a été créée le 5 janvier 1927. C'est une association qui, à la base, c'est une association civile, qui s'est transformée en version militaire suite à la Deuxième Guerre mondiale. Donc ici, nous sommes à la disposition de l'ambassade de France et nous faisons toutes les cérémonies que l'ambassade de France veut bien organiser. Voilà. De notre côté, nous organisons le 14 juillet. Là, en ce moment, avec les histoires de Covid, c'est assez compliqué puisqu'on a eu beaucoup d'interdictions. Mais si on peut, on fait le 8 mai, on fait le 14 juillet, on fait le 11 novembre. Et tout ça dans le but de pouvoir créer une cohésion avec les anciens combattants, le monde civil, puisque la FAX, nous sommes quand même 77 ici sur la Thaïlande, donc plus de 80% des anciens militaires et 20% à peu près de sympathisants. Est-ce que vos associations ont des liens et affinités particulières avec des autorités françaises ou thaïlandaises? Alors, le Souvenir français intervient beaucoup en, comment dirais-je, en support ou en renfort de l'ambassade de France à chaque fois qu'elle en a besoin. Pourquoi? Parce que comme on met en avant comment dirais-je, le passé franco-siamois, c'est toujours une occasion de fraterniser avec nos amis thaïlandais qui nous hébergent, puisqu'on est tous ici à vivre en Thaïlande. D'autre part, une de nos grandes volontés, au Souvenir français notamment, c'est de transmettre aux jeunes générations. Et donc, en fait, on essaie de le faire à la fois avec les lycées, mais aussi avec les jeunes. Comment intéresser les jeunes? Et par exemple, lors des cérémonies du 11 novembre, il nous est arrivé d'avoir des réénacteurs thaïlandais, siamois, en uniforme siamois d'époque, des jeunes thaïlandais qui étaient férus d'histoire et qui puissent venir et joindre à nos cérémonies. Et aux cérémonies de l'ambassade, bien sûr. On est à la disposition de l'ambassade pour les aider. Et qu'en est-il des autorités thaïlandaises? Alors, les autorités thaïlandaises, qu'on essaie de développer, je pense que ça, c'est commun à nous trois, on essaie de développer des relations avec l'association des vétérans thaïlandais, sachant que cette association dépend du ministère de la Défense en Thaïlande. Donc, il faut toujours le faire, il faut réussir à le faire par petits pas. Et vous, Jackie, qu'en pensez-vous? Déjà, moi, je suis tout jeune président. Et pour pouvoir créer des liens avec nos amis thaïlandais, déjà, il faut pouvoir déjà avoir des entrées avec eux, pouvoir les voir. Et c'est des cérémonies comme le 11 novembre où on peut se rencontrer et commencer à créer des liens. Il y a que là où c'est grâce à l'ambassade. Si on peut créer des liens avec les amicales d'anciens combattants thaïlandais, c'est grâce à l'ambassade, puisque on n'a pas de... Déjà, il y a la barrière de la langue qui est là. Et à partir de ce moment-là, si on n'a pas l'ambassade qui est là pour nous aider, on ne peut pas faire grand-chose. Et comme le disait Jackie, je pense que le Covid a mis un gros point d'arrêt à tout ça, temporaire, et on espère qu'au cours de cette année, on va être en mesure de remettre en route nos relations, de pouvoir râler de l'avant. Comment arrivez-vous à mobiliser et impliquer les Français vivant hors de nos frontières à vos événements et commémorations? Il y a que les... Enfin, chez moi, en ce qui me concerne dans mon association, il n'y a que les membres de l'association qui viennent. Et les amis des membres, ça se sait par bouche à oreille. Mais autrement, on n'a pas... Non, on ne connaît personne hors de ce contexte-là. Alors, concernant le Souvenir français, on va essayer cette année de développer les liens avec justement les écoles. Que ce soit l'école française, le lycée français de Bangkok, l'école de Pattaya ou l'école qu'il peut y avoir à Phuket. Pourquoi? Pour essayer déjà de toucher les jeunes générations, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi d'élargir le cercle. Le Souvenir français, ce n'est pas une association militaire. Il y a des militaires dedans, bien entendu, mais elle est ouverte à tous les civils. Et donc, en fait, le but, c'est de, par le biais de l'histoire, réussir à intéresser les gens. Donc, dans le passé,
on a créé sur notre site internet pas mal de façon redondante, beaucoup d'articles concernant justement les relations entre le Siam, la France, la Thaïlande, la France, et le passé commun qu'on pouvait avoir, pour essayer justement d'intéresser les gens. Après, on a tout le passé. La présence française en Thaïlande date de très longtemps, comme vous le savez. Les premières ambassades, c'est Louis XIV. Après, ça a été vraiment au niveau des relations diplomatiques dès le 19e. Donc, on a pas mal d'événements en commun. Et puis après, il y a autre chose. On a toujours, par le biais de l'ambassade et de la mission défense et de l'armée, des programmes de coopération qui peuvent être des occasions où on vient se greffer à chaque fois que c'est nécessaire et que c'est possible. Ouais, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup, dans toutes ces associations, il y a beaucoup de patriotisme. Les gens, ils viennent se raccrocher sur quelque chose. Beaucoup sont anciens militaires et beaucoup veulent se raccrocher à quelque chose qui les raccroche à la France. Et ça commence par les associations d'anciens combattants ou le souvenir français. Souvent, les gens, ils ont besoin parce qu'ils ont vécu une carrière militaire là-dedans et d'un seul coup, ils se retrouvent ici en Thaïlande, ils ont plus d'accroche, ils n'ont plus rien, ils sont dans un nouveau pays, il y a une barrière de langue et la seule chose qui les raccroche, c'est ces associations d'anciens combattants ou comme le souvenir français. Et ça, on en a besoin. Et c'est ancré en nous. Et c'est ce qui fait, un plus. Tout à fait. C'est vraiment. Ils veulent retrouver une ambiance. C'est l'ambiance. On a beaucoup d'anciens militaires, comme on disait. Ils veulent retrouver une ambiance de popote, une ambiance de repas de corps. Voilà, ben chez nous, par exemple, on finit les repas en chantant. Bon, mais les gars, ils se retrouvent, ils ont le carnet de chant sur la table, et à la fin, on chante, et ça leur rappelle leur passé militaire. Voilà, ça, ils apprécient beaucoup. Alors, on va passer à la deuxième partie qui sera un peu plus théorique de cette interview. Et on commencera par un aspect définition. Vous avez commencé à empiéter sur le sujet, Edouard, donc on va continuer. Vous allez peut-être continuer, ou peut-être Bernard. Selon vous, qu'est-ce que signifie et qu'est-ce qu'est le devoir de mémoire? Comment ça? J'ai rapidement amorcé la définition. En fait, donc, un devoir, si on prend littéralement, c'est une obligation morale. L'obligation morale de quoi? La mémoire, c'est-à-dire de prendre en compte un événement généralement tragique. Ça peut être une guerre, ça peut être un massacre, malheureusement, ça peut être un acte terroriste, de façon à ne pas oublier les gens qui en ont été victimes, les gens qui en ont été des acteurs, qui en ont été des victimes, encore une fois, et surtout s'arranger, faire en sorte que tout en s'en souvenant, ça ne se renouvelle pas. Ça nous permet d'éviter les erreurs qui ont pu être passées, qui ont pu arriver dans le passé. Voilà. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la définition littérale du devoir de mémoire. Et ça nous permet en même temps de le transmettre aux jeunes générations. Donc c'est aussi une transmission de savoir, malheureusement, d'un savoir d'événements dramatiques. Donc la mémoire, elle est forcément liée à l'histoire. Forcément. Tout à fait. Et vous avez peut-être un aspect plus personnel à ajouter à cette définition, ou Bernard, peut-être quelque chose à ajouter? Alors, personnellement, donc, ça fait 11 ans maintenant, cette année, donc, que j'organise à titre privé donc, je suis président que depuis 4 ans, hein, mais donc, il y a 11 ans que je fais donc, ces séjours mémoire, donc, au nord Vietnam, ce qu'on appelait avant le Tonkin. Donc, j'amène des groupes de passionnés de la guerre d'Indochine. Je les amène sur place, je les amène sur la RC4, la route coloniale numéro 4, et ensuite je les amène à Dien Bien Phu. Ce sont des séjours de 3 semaines, dans lesquels on se retrouve entre passionnés, mais pas que passionnés. J'ai eu l'occasion d'amener 2 anciennes d'Indochine, des personnes donc, qui avaient 92 et 93 ans, et avec beaucoup d'émotion, parce que lorsqu'il y en a un qui s'est retrouvé à Hanoï, on marchait dans la grande avenue, et quand il nous montre la porte, il dit c'est là où je suis arrivé. Quand je suis arrivé, on a été logé là-dedans. Il avait reconnu en fait le lieu où ils ont dormi. Donc voilà, c'est des émotions comme ça. Et nous avons aussi dans notre groupe des fils et des filles dont le papa a été tué en Indochine, ou a disparu en Indochine, dans les camps de prisonniers par exemple. Voilà, donc nous, la section, enfin moi en particulier, on est axé sur l'Indochine parce que l'Indochine c'est l'histoire des parachutistes. Voilà, on est plus axé sur la partie donc, Indochine que sur la partie Thaïlande. La partie Thaïlande, je n'y touche pas. Donc c'est axé sur le souvenir justement des événements passés avec l'Indochine. Ensuite, Jackie, vous pouvez peut-être nous parler de ce que représente pour vous l'entraide.
Bien, la fax, elle a pour but un but d'entraide entre associations d'abord, puisque notre but principal, c'est essayer de relier un maximum d'associations. Et de ces associations, on a toujours quelques adhérents qui sont dans le besoin de quoi que ce soit. Récemment, on a eu un décès, un ancien légionnaire qui est décédé au Cambodge, et il a fallu s'occuper de la femme, de l'ex-femme et de sa fille qui était âgée de 9 ans. Alors, nous avons fait des traductions de papier, nous avons fait des traductions d'actes de naissance, des traductions de relevés bancaires pour pouvoir faire transférer de l'argent. Les notaires en France ont bloqué toutes les successions, puisqu'il fallait rassembler un maximum de papiers pour pouvoir ouvrir les droits de succession. La famille s'est retrouvée dans le besoin. Et la fax, elle a été là pour aider cette famille-là, justement, à pouvoir survivre jusqu'à aujourd'hui. Ça a duré depuis le mois de mai l'année dernière. Depuis le mois de mai 2021, la fax, en faisant des petites cagnottes, on a réussi à les faire survivre jusqu'à maintenant, puisque le mot c'est survivre, puisqu'ils n'ont plus un seul revenu. Vous voyez ? Et la fax agit dans ce sujet, dans ce contexte-là. Est-ce que le devoir de mémoire est réservé aux militaires? Non, pas spécialement. Je dirais même pas du tout, selon moi. Oui. Pas du tout, puisque en fait, le principe du devoir de mémoire, c'est de transmettre aux générations futures, aux jeunes, une expérience et les leçons tirées de cette expérience. Donc ça veut dire qu'au contraire, si on se limite à un public purement militaire, on va absolument pas, comment dirais-je, ça va absolument pas être pris par la grande majorité de la population. Si on veut avancer, je pense qu'au contraire, il faut vraiment que ça s'ouvre à tout le monde. Comment justement transmettez-vous ce souvenir, cette mémoire? Alors, au niveau du souvenir français, comme j'expliquais avant, essayez de voir les jeunes par le biais des lycées. Aujourd'hui, c'est une excellente occasion, puisqu'on parle à un public jeune aujourd'hui. Et le souvenir français, vous savez, avant que j'y rentre, j'avais une idée, j'avais un peu l'idée que c'était un truc, entre guillemets, de vieux. Mais en fait, pas du tout. Il faut au contraire se réinventer pour être extrêmement moderne. Et la preuve, par exemple, mes camarades, là, ils communiquent par le biais de Facebook. Nous, on a un site internet. Pourquoi pas avoir une page Facebook demain? Pourquoi pas avoir d'autres moyens de communication par les réseaux sociaux? Je pense qu'en fait, il faut essayer, notre travail, c'est aussi d'essayer de redorer notre image et de la jeunir. De toute façon, le passé, c'est le futur. On n'a pas de futur si on n'a pas de passé. Donc le devoir de mémoire, il est là. On transmet ce qu'on a vécu, ce que nos anciens ont vécu, on le transmet aux jeunes. Et les jeunes le transmettront aux jeunes par la suite. Donc c'est une chaîne qui fait que le devoir de mémoire ne peut pas s'éteindre. Et il ne doit pas surtout. Il ne doit pas. C'est pas évident parce qu'il y en a qui n'accrochent pas. Hein. Oui, bien sûr. Il y a des gens qui n'accrochent pas, donc... Et justement, pourquoi s'efforcer à transmettre justement cette mémoire? Qu'est-ce qu'elle apporte finalement aux citoyens français? Purée, mais quand on pense que on fait un devoir de mémoire parce que nos anciens se sont battus, quoi. Donc si on prend le cas, je connais bien la guerre d'Indochine, il y a eu 90 000 morts, la moitié sont encore sur place. Le Tonkin, c'est comme Verdun. Il y a 50% des gens qui n'ont pas été retrouvés. Ils sont sans aucune sépulture, sans rien. Ces gens-là ont été oubliés pendant la guerre, parce que les Français sortaient de la Deuxième Guerre mondiale. L'Indochine, pour eux, c'était loin. Ils ne voulaient pas en entendre parler. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était oublier tout ça. Eux se battaient. Donc, ils sont morts là-bas. Donc, après, il y a eu les prisonniers. Il y a eu un nombre effarant c'est 75% de prisonniers qui ne sont pas revenus, qui ont été internés dans les camps, et ils ne sont pas revenus. Donc tous ces gens-là sont morts sur place, on les a oubliés, quoi. Donc moi, ce que je pense, c'est que non, il ne faut pas les oublier. Moi, quand on va sur place, on a retrouvé une tombe où il y avait 9 corps, 9 soldats. J'ai fait faire une croix sur place, une plaque, et au moins l'emplacement est marqué. Parce que ces gens-là, c'était sur un terrain vague, comme ça, les gens savaient qu'il y avait des Français qui avaient été enterrés là. Voilà, c'est ça. Mais ça prouve qu'on ne les oublie pas, quoi. Voilà, c'est ça, c'est de ne pas les oublier, voilà, pour ce qu'ils ont fait. Alors, il y a un autre point, c'est qu'en fait,
on ne se rend pas bien compte si on ne réfléchit pas, parce qu'on voit souvent des images d'archives en noir et blanc. Mais n'oubliez jamais que ce sont des gamins de 17, 18, 19, 20 ans qui sont allés se battre, c'est-à-dire le public auquel on s'adresse aujourd'hui, qui, par le fait de l'histoire, ils ont pas cherché, on les a envoyés se battre. Et je veux dire, c'est des jeunes qui sont allés se battre, ce n'est pas des gens de 40, 50 ans. Les soldats, ce sont des jeunes. Donc en fait, c'est très important qu'ils soient touchés par ça, qu'ils en soient conscients, parce que ça permet aussi d'éviter les erreurs qui ont pu être commises à l'époque, et surtout qu'ils comprennent bien que c'est des jeunes comme eux, qui sont juste nés un petit peu avant, et qui ont été sacrifiés parce qu'il y a eu des conflits, parce qu'il fallait protéger le pays. Et donc, plus concrètement, qu'est-ce que ça peut apporter, selon vous, aux citoyens français? Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte effectivement de ne pas oublier, peut-être connaître son histoire, mais qu'est-ce que ça peut apporter d'autre? D'abord, si on réussit à les intéresser à ça, ça va leur donner aussi des motivations. Aujourd'hui, les gens il y a beaucoup de jeunes qui disent qu'ils sont en manque de but, en manque d'idéal. Il y a quand même des gens qui nous ont montré la voie. La France est aujourd'hui ce qu'elle est à cause de son histoire, grâce à son histoire. Et l'histoire qu'on a eue, c'est grâce à des jeunes, à des gens qui se sont impliqués, qui ont accepté de se battre, parfois de se sacrifier, pour que la France devienne ce qu'elle est. Et si on réussit à faire passer ce message-là, je pense qu'on va susciter des vocations au moins au niveau du patriotisme. On est complètement, nos trois associations sont complètement apolitiques, elles sont pas religieuses, donc on est vraiment dans le patriotisme pur. Avez-vous l'habitude de commémorer un événement particulier relatif à l'histoire franco-thaïlandaise? Alors oui, notamment lors des cérémonies organisées par l'ambassade à l'occasion du 11 novembre. Vous le savez sûrement, le Siam à l'époque, donc la Thaïlande d'aujourd'hui, faisait partie des nations alliées. Et donc les troupes siamoises ont défilé le 14 juillet 1919 sur les Champs-Élysées et sous l'Arc de Triomphe. D'accord. Et donc en fait, c'est pour ça que tous les ans, il y a une délégation des vétérans de Thaïlande, des vétérans thaïlandais qui est présente lors des cérémonies. Donc c'est déjà là une cérémonie en question. Ensuite, historiquement, à la fin du 19e siècle, on se retrouve dans une situation conflictuelle entre le roi de Siam et la France. Donc, 3 navires français remontent la Chao Phraya. On a des incidents avec les troupes siamoises qui tirent sur nos navires, et nos navires viennent camper devant l'ambassade, juste ici, sur la Chao Phraya, viennent mouiller juste là. Arrive une négociation ou des escalades d'un conflit possible, et le roi de Siam nous octroie la région de Chantaburi pour une durée limitée. Où on va donc, nos navires repartent, on va s'installer à Chantaburi, d'accord, et on va créer un état-major de la marine française dans cette ville de Chantaburi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y avait des bâtiments qui étaient en triste état, qui ont été complètement réhabilités. On aura le plaisir de vous y emmener, d'accord ? Et puis, et donc, ça a été vraiment le début des relations pour nous, des relations avec les troupes thaïlandaises qui sont implantées sur place. Et c'est vraiment un bel endroit de passé commun, puisqu'on a à la fois un état-major français dans une ville thaïlandaise qui aujourd'hui abrite un régiment de marine thaïlandais. Ensuite, si vous n'avez rien à ajouter, on va passer à la 3e partie. Jackie ou Bernard, votre fonction de président d'association est-elle une vocation, un devoir ou la continuité du service? Moi, ce qui me concerne, c'est un devoir. Je mets ça dans le même panier que le devoir de mémoire. En fait, il y a 4 ans, lorsque j'ai pris, vous allez rigoler, mais j'ai pris parce qu'il n'y avait personne d'autre qui voulait prendre, déjà pour commencer. Parce que vous savez que prendre la présidence des associations, ça ne se bouscule pas. Et puis bon, on était réunis tous ensemble et il fallait trouver un président. Moi, je me suis porté volontaire et j'étais tout seul, en fait. Donc voilà, je me suis retrouvé, mais ça m'a fait plaisir, évidemment. Je voulais ça, Mais voilà, je vous dis les choses comme le sont. Il n'y avait pas de volontaire pour prendre. Voilà. Moi, j'ai quitté la Légion en 2002. Et depuis, je n'avais pas remis les pieds dans une association ou un établissement militaire. Je suis arrivé ici en Thaïlande il y a 6 ans. Et presque aussitôt, j'ai adhéré à la FACS.
J'ai accepté d'être porte-drapeau dans un premier temps. Donc porte-drapeau, déjà, c'est un honneur qui est vraiment immense parce qu'on porte le drapeau de la France. C'est toute une histoire qu'on porte derrière nous. Et suite à ça, au bout de 2 ans de porte-drapeau, l'ancien président m'a poussé à la porte de la présidence. Donc ça a été accepté par le président à Paris et je me suis retrouvé il y a 1 an à la présidence de la FACS ici en Thaïlande. Donc au début c'était plutôt un peu du hasard, mais en fait finalement vous êtes Non, pris, c'est pas du hasard. Je suis resté 15 ans sans avoir envie de retrouver ce milieu-là. Et au bout de 15 ans, c'est là que je me suis aperçu qu'il y a quelque chose qui manquait dans ma vie et que c'était ce milieu militaire. Et ce milieu-là, on l'a en nous et il faut qu'on y revienne. Et on est heureux que quand on y revient. Et c'est de là que j'ai adhéré à la FACS, j'ai accepté d'être porte-drapeau et quand on m'a poussé à la porte pour une présidence, eh bien, je l'ai accepté tout de suite. Bon, déjà parce que, comme Bernard le disait, il n'y a pas beaucoup de gens qui se poussent à la porte pour pouvoir être président, parce que, comme je vous dis, c'est énormément de travail. Il y a des dossiers de cartes du combattant, il y a des dossiers de demande de médailles, il y a des décès, malheureusement, il y a des décès. Ces décès-là, eh bien, souvent, il faut organiser certaines choses, puisque souvent la famille, c'est une femme thaïlandaise, et il y a plein de choses qu'ils ne connaissent pas sur notre façon de fonctionner. Il faut savoir qu'un ancien combattant, eh bien, sur son cercueil, il a droit au drapeau français. Et ça, la femme ne le sait pas. Donc c'est le rôle du président d'une association de dire, oui, il a droit au drapeau, et pour ses obsèques, il a le drapeau sur son cercueil. Donc c'est toute une chose, c'est toute une vie. Une association, c'est toute une vie. Une amicale d'anciens combattants, c'est toute une vie. Édouard ? Alors moi, j'ai fait un peu l'impasse sur une partie de mon engagement. C'est dans la continuité de mon engagement. Je vous ai expliqué que j'étais chef d'entreprise, mais je suis aussi par ailleurs officier de réserve et je suis sous contrat à l'ambassade de France. Je travaille donc avec l'attaché militaire. Et dans la logique de cet engagement, le souvenir français, ça m'a paru être une évidence. D'abord comme délégué général adjoint et depuis octobre comme délégué général pour la Thaïlande. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une expérience, ou de plusieurs d'ailleurs, mais une expérience marquante ? Moi, de mon côté, c'est pareil, j'ai eu une expérience qui a été assez marquante, assez difficile à vivre. C'est quand on a ramené les cendres de l'ancien légionnaire à sa famille. La seule personne qui est arrivée en face de moi, quand j'avais l'urne dans les mains, c'est sa petite fille de 9 ans. Je peux vous dire que ça vous accroche, ça vous fait mal à l'estomac et ça vous tourne la tête un bon moment. Quand vous amenez les cendres d'un papa dans une urne, et que la seule personne qui arrive en face de vous, c'est une petite fille de 9 ans, ça vous retourne. Une année, il y a 5-6 ans de ça à peu près, on a eu dans le groupe que j'ai amené, ce sont des groupes à peu près une vingtaine de personnes à chaque fois, hein. Il y avait une femme qui était là, donc, dont le papa avait disparu dans les camps de prisonniers. Donc les camps de prisonniers se trouvent à l'extrême nord du Tonkin, en bordure de frontière de Chine. Hein, et on a retrouvé l'endroit, parce que moi je travaille beaucoup avec des cartes, je travaille beaucoup avec des amis, hein, des gens qui connaissent, et on ne part pas comme ça, clac. Non, on a des cartes, on a tout préparé, et on a tombé, à peu près, on était à 1 kilomètre environ de l'emplacement du camp. Et nous avions avec nous cette année-là un Français, un Breton qui est marié avec une Vietnamienne, qui parle parfaitement français. Ça a été ma chance. Ça ne m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé 3 fois d'avoir un interprète. Donc ça, c'est très important. Et on savait que le camp était par rapport à la borne, il était par là. Et j'ai demandé à la dame qu'elle aille se renseigner auprès de la maison qui était en face pour savoir si vraiment il y avait eu des Français, là, s'il y avait eu des prisonniers. Et donc elle est partie, elle est revenue... un quart d'heure après, elle a dit « Mais oui, c'est là, je vous amène exactement ». Donc elle nous a amenés sur l'emplacement. Et le camp, évidemment, avait disparu. Maintenant, c'était des rizières. Et Jocelyne, elle s'appelle Jocelyne, qui avait perdu son papa, a retrouvé l'endroit exact où son papa avait disparu. On ne l'a jamais retrouvé. Hein. Donc c'était extrêmement émouvant parce qu'elle nous a dit « Écoutez, laissez-moi ». En plus, c'était pas dans la saison des pluies.
Il pleuvait un crachin, là. C'était assez triste, dans un décor extraordinaire, de pain de sucre. La RC4, c'est magnifique. C'est le plus beau, c'est le plus bel endroit du Vietnam. Et donc, imaginez un décor grandiose, magnifique, avec des pains de sucre, et ces rizières-là, avec les ébus, etc. Et elle a dit, laissez-moi. Elle est partie avec son poncho, là. Elle est allée se mettre dans la rizière. Elle s'est mise à genoux, elle a ramassé de la terre, elle a prié 5 minutes. Voilà, elle n'avait jamais connu son papa. Hein. Et voilà. Donc ça, c'était un truc qui a été on a tous été très touchés. C'est un bel exemple de mémoire. Ah oui, là, c'était vraiment... Allez-y, Édouard. Bon, voilà. Donc, en souvenir poignant, nous avons, avec François Doré, qui était mon prédécesseur ici, nous avons pu identifier que des marins français avaient été enterrés au cimetière de Bangkok, au cimetière français de Bangkok, au XIXe siècle. Donc, en fait, on a recherché et on a retrouvé leurs tombes, parce que le cimetière a été déménagé en banlieue de Bangkok, et on a retrouvé leurs tombes dans des loculis. Et on a pu faire une cérémonie avec l'ambassadeur de France, avec l'attaché militaire, de façon à honorer ces morts, auxquels on a mis à chacun une rondage du souvenir français, puisque ce sont des militaires en mission qui sont morts. Et parmi eux, il y avait donc un mort pour la France, un Français qui était allé du Siam en France pour se battre durant la Première Guerre mondiale, qui est revenu et qui est mort de ses blessures par gaz en 1919 ou en 1920. Et donc on a identifié ces tombes et on a pu faire une cérémonie pour les remettre à l'honneur. On a mis une plaque et dans un avenir proche, on a refait on a regravé tous les devants des loculis, puisqu'ils sont dans des loculis, des espèces de tiroirs de tombes en hauteur, si vous voulez. Et donc, on devrait, avec l'ambassadeur de France, qui m'a déjà donné son feu vert, pouvoir faire une nouvelle cérémonie pour inaugurer ces nouvelles plaques. Après ces quelques mots et événements poignants, on va passer à la dernière question. Est-ce que vous pensez que les jeunes ont leur place dans votre structure, dans vos structures? Oui. Moi, je pense qu'ils ont pas seulement une place, mais ils ont un devoir à prendre une place. C'est leur passé, il est loin, il est très loin, mais ça fait partie de leur passé. Et avec ce passé, ça fera leur futur. Ça les fera travailler et ça leur fera un futur meilleur. On ne peut pas faire un futur sans avoir eu un passé. Et le passé, c'est celui d'il y a 50 ans, 100 ans, 150 ans. Il ne faut pas l'oublier. C'est une histoire, c'est notre histoire. Oui, à la section, on a seulement 2 jeunes. C'est difficile quand même pour les... moi je reconnais, hein, c'est très difficile. On a 2 jeunes, donc, qui ont exactement les mêmes valeurs que nous, mais voilà. C'est pas facile pour les accrocher quand même. Il faut que la personne aime l'histoire. Il faut qu'il aime les militaires, il faut qu'il soit patriote, voilà, donc... Pour les accrocher, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire et comment ils pourraient participer? Oui, mais il y en a d'autres auxquels j'ai demandé, ils n'ont pas voulu. J'aurais pu avoir 5 personnes, mais il y en a 3 qui n'ont pas... Non. Donc, je pense que ce travail, c'est à vous de le faire. Alors moi, je pense qu'on a besoin... Nous, on est président d'association. On a nos anciens qui sont avec nous. On n'a pas trop d'accès pour aller voir les jeunes. Bien sûr. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que c'est vous, les médias. À travers cette interview voilà. des jeunes IHEDM, on espère mobiliser un peu plus les jeunes et du moins les sensibiliser sur ce devoir de mémoire. Je pense, ouais, pardon. Vas-y. Je pense que les jeunes ont une place centrale dans ce dispositif. Alors pourquoi? Parce que c'est eux qui feront de notre pays, de la France, de nos valeurs, le patriotisme, de toute son histoire, ce qu'elle sera demain. Bien entendu. Donc nous, ce qu'on peut faire, allez les voir par le biais des écoles, par le biais de ce qu'on fait aujourd'hui, allez leur parler, allez leur expliquer, les sensibiliser. On peut choisir quand on connaît. Si on ne connaît pas, on ne peut pas choisir. Il faut leur laisser le choix et donc il faut leur apprendre et les sensibiliser à ces thématiques. Et qu'est-ce que vous aimeriez leur dire en quelques mots? Bien, moi, je vais leur dire tout simplement, venez nous voir le 14 juillet. Je propose à des jeunes de nous rejoindre le 14 juillet 2022 à Pattaya pour la cérémonie qu'on va organiser.
paye le repas. Je lance 10 jeunes. On invite 10 jeunes. Vous les cherchez, vous les trouvez, vous nous les présentez. C'est bien noté. Et là, ils verront. Moi, j'ai envie de leur dire, n'ayez pas peur, parce que le propre de la jeunesse, c'est peur de rien, enthousiasme de tout. Soyez enthousiastes, passionnez-vous. Et vous, Bernard, quelques mots? Moi, je dirais qu'il faut que ces jeunes-là, ils aiment l'histoire, quoi. Parce que si on n'aime pas l'histoire, on n'accroche pas. Donc, enfin, il me semble, moi, personnellement. Bien sûr, mais si vous aviez un jeune, ou même moi, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour les motiver? Un mot de motivation, les mots de la fin. Oui, ben venez nous voir, comme dit Jackie, effectivement, en nous voyant peut-être dans nos uniformes, avec nos médailles, etc. Mais restez jusqu'à la fin. Je sais pas. Restez jusqu'à la fin et comme on dit chez nous, restez jusqu'au dernier carré. C'est là qu'on va se faire une histoire. Venir à un repas d'anciens combattants, c'est bien. Tout le monde y discute, tout le monde y mange, tout le monde y boit, et puis petit à petit, tout le monde y s'en va. Et à la fin, il reste toujours un dernier carré. Et ce dernier carré, c'est là qu'il faut rester. Parce que c'est là que vous avez la foi qui vient. Bernard peut le dire, Édouard peut le dire aussi, le dernier carré, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important, le dernier carré. Sur ces belles paroles, si vous n'avez rien d'autre à ajouter, Jackie, Édouard, Bernard, je vous remercie énormément pour cette discussion passionnante et pour votre temps accordé aux jeunes IHEDN. Merci. Merci. Et bon courage et bonne chance à vous tous. Merci.